En quoi la violence agit comme un principe de structuration du politique? Pourquoi le Moyen-Orient agit comme un laboratoire de la modernité et peut-on donner un sens aux crises du Moyen-Orient? On en parle aujourd'hui avec mon invité Hamid Bozarslan, directeur d'études à l'EHESS, sociologue, historien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur d'une œuvre considérable sur notamment les conflits du Moyen-Orient. Hamid Bozarslan, bonjour et Bonjour. merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc Hamid, vous êtes né à Lice, donc dans le Kurdistan turc, dans un contexte déjà très marqué par la violence politique. Vous avez été, votre histoire familiale est aussi marquée par donc, la violence de l'État turc contre les minorités, notamment contre les Kurdes. Est-ce qu'il serait possible, avant de commencer cet entretien, que vous nous évoquiez le contexte de votre jeunesse donc en Anatolie et en quoi, en fait, la violence de l'État turc, la guerre civile larvée entre la gauche, l'extrême droite, a profondément marqué votre engagement académique, mais aussi votre engagement humaniste? Oui, effectivement, il faut se rappeler les années 60 et 70. Ce sont des années extrêmement importantes, d'abord au Kurdistan irakien, parce qu'il y a une révolte kurde que Gérard Chalian comparait à des grands mouvements de guérilla des années 60-70 dans ce qu'on appelait la tricontinentale. Et puis la Turquie, vous l'avez rappelé, effectivement, le coup d'État de 1971, et puis une violence allant crescendo pratiquement jusqu'à la guerre civile, officiellement entre la gauche radicale et la droite radicale, mais on sait qu'en réalité les choses étaient infiniment plus complexes. Les lignes de fracture du pays, que ce soit en termes de confessionnels, alevis sunnites ou en termes ethniques, kurdes turcs apparaissaient déjà très très clairement. Dans les années 60 en Turquie, on est encore dans une logique démocratique constitutionnelle. On pense qu'effectivement l'adoption d'une bonne constitution permettra de régler les problèmes du pays. Le mouvement kurde est très largement constitutionnel, constitutionnaliste, en espérant pouvoir résoudre la question kurde par les luttes constitutionnelles et démocratiques. Le coup d'État de 1971 vraiment donne un coup de massue à cet espoir. Et en même temps, en 1975, le mouvement kurde en Irak, qui avait commencé en 61, connaît une défaite absolument sanglante. Et donc, on est vraiment dans la période de radicalisation. Une radicalisation à l'échelle du Kurdistan, pas uniquement en Turquie, mais à l'échelle du Kurdistan. Et quelques années après, on va avoir la révolution iranienne, durant laquelle, effectivement, les Kurdes vont se lancer dans une guérilla. Et le premier djihad de Khomeini, ça va être contre les Kurdes. Donc il faut avoir à l'esprit ce contexte-là. Un deuxième contexte superpose en quelque sorte à ce contexte turc-kurde, c'est le Moyen-Orient d'une manière générale. En 1975 commence la guerre civile libanaise, qui va durer quand même 15 ans, qui va laisser un bilan absolument dévastateur avec 180 000 morts, le passage à une logique de milice. Tout de suite après, on va avoir la guerre Iran-Irak. Sans prendre en considération cette guerre, on ne peut pas du tout comprendre comment une organisation comme le Hezbollah a émergé. Et la guerre d'Afghanistan après l'occupation de l'Union soviétique, de pays. Et le djihadisme aujourd'hui, que ce soit sous sa version d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, vient de cela. Donc je pense qu'effectivement ce contexte nous a marqué. Quand j'ai dit nous, pas uniquement moi, pas uniquement ma famille, mais sans doute des centaines et des centaines de milliers du Moyen-Orient. D'autant plus qu'effectivement, d'un côté on a une violence, mais une violence que Hegel appelait comme totalement stérile. Autrement dit, une violence qui finalement domine tout mais ne tranche rien, que s'inscrit dans la durée, qui se propage dans l'espace, mais qui n'a pas cette capacité constructive, qui ne débouche pas sur une nouvelle formule politique en quelque sorte. Donc d'un côté, il y a effectivement cette violence, et de l'autre côté, très rapidement, la conscience que le Moyen-Orient ne peut pas continuer ainsi, cette idée qu'il faut sortir de la logique du Thanatos, donc la logique de la mort, de culte de la mort. Et n'oublions pas qu'effectivement beaucoup d'idéologies, parmi lesquelles d'ailleurs aussi le kémalisme, le bahassisme, avaient ce culte de la mort. Et donc du coup, pour nous, c'était effectivement cela, comment avoir certains principes, certains engagements bien entendu, ne pas capituler, ne pas tout condamner non plus, parce qu'effectivement, voilà, il y a eu des mouvements de gauche, des contestations de gauche qui étaient pleinement sensées, une attente d'internationalisme, une attente de société égalitaire et libre, et de l'autre côté, effectivement, dire à un moment donné, il faudrait sans doute envisager l'avenir du Moyen-Orient différemment. Malheureusement, 50 ans après, on a l'impression qu'effectivement, bon, ce phénomène de violence continue, ce phénomène de destruction continue, mais ces attentes-là sont toujours là.
Alors on voit bien, c'est le fil conducteur de votre pensée et tout au long de vos ouvrages, vous revenez régulièrement sur l'analyse du rôle fondateur de la violence dans des constructions politiques modernes. Mm. Et le fait que vous soyez aussi d'origine kurde, c'est-à-dire Mm. à cheval dans un espace transnational, vous parlez d'espace kurde, vous parlez Mm. de monde kurde, votre dernier ouvrage que vous avez dirigé, Mm. publié aux éditions du CERN, ça ne s'appelle pas Histoire du Kurdistan, mais Mm. Histoire des Kurdes. Donc en quoi le fait que vous soyez complètement enraciné dans cette matrice moyen-orientale vous fait comprendre, nous fait comprendre que le Moyen-Orient est le laboratoire de la modernité, à travers cette étude de la violence, des cycles de violence accélérés du Moyen-Orient. Alors, la question kurde, effectivement, c'est une question qui se présente dans 4 États. Donc, on voit là comment les États modernes ont été construits, comment ces États-là ont misé sur les frontières sans prendre en considération les aspirations des populations, comment l'impérialisme ou le colonialisme ont pu aussi intervenir dans les années 20 et 30 dans la fabrique de ces États. Mais on voit aussi combien ce Moyen-Orient doit énormément à l'Europe des années 1870-1945. Les sources d'inspiration viennent de cette période-là, de courants de droite radicale de cette période-là. Le darwinisme social est extrêmement important. Le darwinisme social considère les sociétés ou les nations comme des espèces en guerre les unes contre les autres, une certaine vision organique, biologique de la société ou de la nation, l'idée que seul un parti unique incarné par son chef peut être constitutif de la société future. L'idée de refus aussi de l'État en termes westphaliens. Parce que l'État westphalien, effectivement, c'est un État responsable, un État qui pacifie son territoire, mais de l'autre côté, effectivement, dont la violence ne déborde pas en principe, sauf situation de guerre au-delà. État westphalien, c'est effectivement l'entité souveraine en quelque sorte de la politique La internationale, citoyenneté, la citoyenneté. Mais quand on voit effectivement au Moyen-Orient, non, ce n'est pas il n'y a l'entité pas de citoyenneté. l'État en tant que l'État, ce n'est pas la citoyenneté en tant que telle, c'est les intérêts de la nation en tant que constituée biologiquement ou en tant que disposant d'une mission historique qui consiste à dominer, qui a toujours prévalu. Alors, Donc, sans prendre en considération cet héritage des années 1870-1945, on ne peut absolument pas comprendre le Moyen-Orient. L'Europe, après 2 guerres d'effondrement civilisationnel, a pu sortir de cette situation, alors que le Moyen-Orient est resté en grande partie très ancré dans cette période-là. alors, essayons de voir un petit peu la matrice, parce que quand on vous écoute, vous parlez de darwinisme social, vous parlez de conception organique, on pense tout de suite à l'école allemande. On pense à l'école allemande de géopolitique, puisque Ratzel, le théoricien de l'espace vital, au chauffeur du pan-germanisme, qui a donné plus tard le pan-arabisme. Donc on pense qu'il y a cette vision biologique. Donc est-ce qu'il y a un lien aussi à voir avec l'école allemande de géopolitique? Et donc c'est assez intéressant aussi de comparer les cycles de violence contemporains. Oui, je pense que oui, il y a un rapport, effectivement, il y a un rapport parce que de l'autre côté, il faudrait aussi savoir avoir à l'esprit, Alexandre Koyré a travaillé cela dans le cadre de la Russie, beaucoup de gens passaient, à vrai dire, par la France pour apprendre la pensée anti-française ou pour apprendre, effectivement, s'initier à ce qu'ils appelaient le modèle allemand. Et le modèle, effectivement, vous avez tout à fait raison, cette idée de la nation organique, cette idée C'est un corps humain, en fait. voilà, Ouais. le corps Qui a humain, besoin la nation totale dans laquelle il n'y a plus de différenciation déterminisme entre du sol. voilà, le déterminisme, il n'y a plus de différenciation entre l'économique, le politique, le militaire, donc est très prégnant en Allemagne. Il faut aussi par contre savoir qu'il y a aussi une matrice française. Quand on regarde par exemple Vachel-Lapouge, très clairement, il dit bon, ben, effectivement, notre socialisme ne peut être qu'un socialisme biologique. Donc on a l'impression qu'effectivement, même si en France il y a quand même pas mal de résistance parce qu'il y a une tradition de gauche aussi, il y a une tradition républicaine qui vient voilà, de la Révolution française, en France aussi le darwinisme social est très fort. Et donc du coup, le lieu de l'initiation, c'est beaucoup plus Paris. À l'époque, la langue du Moyen-Orient, mais pas uniquement la langue de la Russie, etc., c'est aussi le français. Et de l'autre côté, effectivement, il y a très clairement une condamnation nette de ce que, à l'époque, on appelait le modèle français, qui serait le modèle cosmopolite, corrompu, déchéant, détruisant la nation, et une préférence pour le modèle allemand, qui serait le modèle de préservation nationale et de triomphe national. Donc la période est très très intéressante. Aujourd'hui, bien entendu, on a l'impression que beaucoup de gens ne connaissent plus du tout cette généalogie, mais quand vous regardez le discours de quelqu'un comme Erdogan, vous avez vraiment l'impression d'être dans la reproduction absolue de de ce culte de la mort, De la voilà, nation. de la nation. Quand Erdogan dit la terre ne peut devenir patrie qu'à condition d'être arrosée du sang des martyrs, la phrase est terrible. Et cette phrase, effectivement, montre déjà
par la généalogie, comment effectivement ces idées ont pu prendre au Moyen-Orient. Donc pulsion de mort, mais aussi quel parallèle, Hamid Bozaslan, peut-on établir entre l'entreprise génocidaire de Mm. 1915, mais qui peut commencer aussi avec Abdulhamid Mm. Sultan Rouge, donc parce qu'il y a une dimension démographique, il faut homogénéiser Mm. l'espace anatolien pour en faire une entité islamo-compatible, islamo-nationale, et la logique aujourd'hui en cours d'ingénierie démographique mise en place par Erdogan contre les Kurdes, contre les chrétiens, contre les yézidis, contre les alévis. Est-ce que le parallèle tient la route, compte Euh, tenu de la matrice historique de la Turquie, de quoi la République de Turquie est le nom, en fait? je pense que la matrice tient, voilà, effectivement, le parallèle tient la route, hein. Ouais. J'insisterai peut-être plus sur la continuité. Continue. J'ai utilisé à plusieurs reprises le terme de l'idéologie turque. Ouais. Une idéologie turque qui a été formée effectivement sous Abdülhamid II et qui se maintiennent avec diverses versions, Parce qu'il y a sous une diverses dimension. variantes, hein, Ouais. jusque maintenant. Alors, c'est vraiment très impressionnant de voir que les cercles hamidiens ne sont pas dans le matérialisme biologique. Le matérialisme biologique, si vous y adhérez, en gros, c'est la fin de l'islam et de toute religiosité, toute religion. En revanche, il n'y avait aucune objection par rapport au darwinisme social. Autrement dit, les sociétés ou les nations sont des espèces. Donc là, il y a quand même, y compris les islamistes, adhéré en partie au darwinisme social. Et cette idée que l'Asie mineure, hein, constitue le noyau dur de la turcité, qu'il faut entourer cette turcité d'un cordon islamique en quelque sorte. Et dans le discours de Hamid, hein, Abdulhamid, il y a vraiment la notion du sang. Désormais, nous prendrons que ceux qui partagent le même sang que nous. Nous n'accepterons pas ceux qui partagent, ceux dont dans les veines circule un autre sang. Cette idée de sang est déjà très très présente chez Abdulhamid. Et on a l'impression qu'effectivement cela va déboucher sur 1914-1915, donc le génocide, hein, qui commence à vrai dire dès la fin de 1914, et qui est une entreprise consciente. 1919, hein, c'est les Grecs de Pont. À partir de 1923-1924, les Kurdes vont être inscrits d'une manière ou d'une autre dans cette perspective, hein. Et quand on regarde les documents internes de 1925, hein, préparés d'ailleurs par un génocidaire, hein, qui a été l'un des architectes de génocide de 1915, Abdülhalik Zanda, il explique très clairement que les Kurdes ont remplacé les Arméniens. Et donc du coup, les Kurdes constituent la nouvelle menace biologique. Et ce qui est vraiment très impressionnant de voir aussi, mais on voit ça aussi en Allemagne nazie, hein, c'est que l'autre est défini doublement. Il est défini comme une classe, ça veut dire une classe qui nous opprime, les Arméniens qui nous oppriment en tant que classe, nous les Turcs qui sont la classe opprimée, et en tant qu'ethnie. Donc les Arméniens qui nous menacent en tant qu'ethnie. C'est le darwinisme social, ça. C'est le darwinisme social, Voilà. et c'est le national-socialisme, Ouais. au sens propre du terme. Ouais. Ça veut dire le transfert, hein, des concepts de lutte de classe vers la lutte des nations ou la lutte des espèces. Et là, c'est bien entendu quelque chose de terrifiant qui avait terrifié déjà beaucoup d'intellectuels de gauche, hein, qui effectivement, eux, étaient dans la logique, de la lutte des classes, qui était effectivement pour l'unification des nations, mais en même temps était dans une perspective internationaliste, alors que de là, on passe effectivement à une vision très clairement national-socialiste. Le national-socialisme, je crois qu'effectivement, a une généalogie infiniment plus complexe qu'on le pense. Il y a effectivement une généalogie française, il y a des adaptations tout à fait locales dans le contexte, hein, ottoman de l'époque. Et puis on pense au parti Baas aussi. Et par la suite, effectivement, L'expérience du baasisme, voilà, comme nihilisme aussi. voilà, on pensera parfaitement effectivement au parti Baas, le parti Baas qui est constitué en 1943, qui se présente comme socialiste, mais quand on regarde les textes fondateurs, Michel Aflaq, notamment de Michel Aflaq, hein, c'est très clairement effectivement voilà, la phrase de la nation arabe ne peut s'épanouir que par et dans la guerre. Seule la guerre peut permettre, voilà, c'est effectivement Thanatos, on est vraiment dans la continuité. Alors, Hamid Bozaslan, dans vos séminaires, dans vos communications, vous incitez souvent sur les cycles de violence actuels et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, nous vivons dans un cycle qui n'est pas achevé et qui a commencé à peu près en 1979, qui est une année fondamentale. C'est la guerre en Afghanistan, hein, donc l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques qui va accélérer donc la fin de la guerre froide, mais de nouvelles conflictualités au Moyen-Orient. C'est la révolution islamique en Iran. Et c'est les troubles en Arabie Saoudite, donc 3 événements fondateurs. Pensez-vous qu'on est toujours dans ce cycle? Et est-ce qu'il est opportun de qualifier ce cycle de guerre de 30 ans, sachant que
vous le dites vous-même, on vit une histoire de cycle de violence ininterrompue, de guerre locale, de guerre Oui. hybride, de guerre asymétrique, qui tue les sociétés. Qui tue les sociétés, qui Ouais, désintègre les sociétés. ouais, Une guerre de 30 ans ou dans le contexte qui nous intéresse, peut-être désormais une guerre de 50 ans, hein. ouais, Je pense qu'effectivement les historiens doivent travailler sans céder trop à l'anachronisme sur des parallèles avec la guerre de 30 ans, mais la guerre de Péloponnèse aussi, ouais. voilà, de 4e siècle avant. Il ne s'agit pas de guerre. On n'a pas une guerre, Qui une commence seule et qui guerre termine. voilà, qui commencerait par une déclaration de guerre et qui se termine par le traité de C'est Westphalie. ça. Là, effectivement, on connaît sa fin, mais en réalité, il y a un nombre incalculable de conflits qui s'articulent, de guerres, de cycles de violence, etc., de phénomènes de violence. Et pour le Moyen-Orient, je crois qu'effectivement, on peut parler d'une guerre désormais de 50 50 ans. ans. 1979, vous l'avez rappelé, c'est une date extrêmement importante, Mm, d'autant plus qu'effectivement c'est la fin de la gauche au Moyen-Orient. mm. C'est aussi la reconnaissance d'Israël par l'Égypte, l'Égypte qui constituait soi-disant le tête de pont de front de front de résistance contre Israël, contre le sionisme et l'impérialisme, entre guillemets. Ouais. Donc effectivement, d'un côté, le socialisme arabe capitule, de l'autre côté, l'internationalisme arabe ne peut plus survivre après l'occupation de l'Afghanistan. C'est l'émergence de l'islamisme, c'est le triomphe de l'islamisme qui va amener jusqu'à l'État islamique, qui va amener jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger. On voit combien le territoire s'est élargi. Désormais, on est Le vraiment désert dans grandit, le désert grandit. pour Voilà, effectivement. reprendre Nietzsche. Et voilà, pour prendre Nice, Ouais, effectivement, le désert croît. je crois. Ouais, Et je crois ouais, qu'effectivement, vous avez raison, parce que à partir de ce moment-là, on voit euh, l'émergence des États tyranniques, ouais. les deux régimes de base, qui vont ensanglanter quand même la région et qui vont expliquer la situation irakienne et la situation syrienne en partie. On va assister à un cycle de confessionnalisation Mhm. dans lequel l'Irak, la Syrie vont jouer un rôle très très important. Et dans les années 2000-2010, la Turquie d'Erdogan va contribuer, mais vraiment massivement, à ce cycle de confessionnalisation. Autrement dit, une confessionnalisation intra-musulmane, hein. Bon, effectivement, les Yézidis peuvent être considérés comme des ennemis puisqu'ils n'ont pas de livre, donc on peut les exterminer. Les Druzes, on peut les Ouais, exterminer. Les chrétiens, officiellement, on les protège, à condition qu'ils acceptent leurs conditions de soumis, ouais. mais ce n'est pas une protection totale. Mais une confessionnalisation intra-musulmane, ça veut dire qu'effectivement, le chiite est considéré comme l'ennemi biologique, le sunnite est considéré comme l'ennemi biologique, ou l'alawite est considéré comme un ennemi biologique. Donc, cette confessionnalisation est très importante. Les transhumances militaires. Autrement dit, Ouais. ce ne sont plus les États en tant qu'acteurs qui interviennent, mais aussi des dizaines de milliers de jeunes de Maroc jusqu'à l'Afghanistan, de l'Afghanistan jusqu'au Alors ça, c'est Mali. Al-Qaïda, alors transhumance. C'est les Voilà, nébuleuses, voilà, c'est Al-Qaïda c'est et les entrepreneurs de la violence qui vont se déplacer d'un front vers un autre. voilà, qui vont de De déplacer, voilà, l'Afghanistan à l'Algérie, ils vont voilà, venir en Algérie, ou voilà, de l'Algérie après vers le Mali. voilà. Donc, Ouais, ouais, effectivement, ouais, la géographie ouais. n'aura plus de ligne Plus de frontières. plus de frontières. Ouais, Ce sera pratiquement impossible de désigner une région comme une région, voilà, de MENA ou de Proche-Orient, etc. ouais. Donc, une sorte de fluidité. Les frontières, les frontières vont céder. Et vous avez souligné les États qui vont peut-être que les États ne vont pas nécessairement se désintégrer, mais on a vu aussi Ils la s'affaiblissent. désintégration, voilà, Hmm, l'affaiblissement, hmm. mais surtout le coût pour les sociétés. Alors oui. Quand vous Comment regardez, l'évaluez-vous, ce coût? Parce qu'on parle mm, de fatigue sociale extrêmement forte. On parle beaucoup de résilience pour parler de la société mm, libanaise, mm, en oui. moindre mesure la société arménienne. Mais est-ce que ce terme, il est aussi pertinent? Je n'utilise pas personnellement le Mm, terme de résilience, mm, j'utiliserais plus le terme de survie. mhm. Euh, on est, voilà, 50 ans, ça veut dire que celui qui avait 20 ans en 1975, Il n'a connu que la aujourd'hui guerre. a 70. Il a connu que la Donc guerre. voilà, effectivement, c'est quand même quelque chose en termes de confiance. Déjà, il faudrait vraiment parler en termes de confiance. Quelle confiance vous pouvez avoir dans le temps et dans l'espace, hein, pour pouvoir survivre? Ou est-ce que la survie est le seul objectif finalement qui se présente? En termes, voilà, effectivement, en termes de confiance, j'ai dit, juste rappelez-vous, en 2014, voilà, la chute de ville de Mossoul, 1,3 million Sans d'habitants, combattre. sans combattre, alors qu'officiellement, il y a 90 000 hommes armés dans la ville pour protéger la ville. Le temps de résistance, 2 minutes. Et
voilà, Et la chute de Damas, voilà, la chute de décembre Alep et de 2024, Damas, voilà, ouais, effectivement, en sans combattre aussi. 2024, sans combattre. Euh, Sauf sans l'intervention de la France en 2012-2013, Bamako serait tombé. Bamako serait tombé. Mm. Donc c'est vraiment extrêmement important de saisir cela. Ibn Khaldoun avait déjà compris ce phénomène au XIVe siècle, hein, Ouais. quand il disait qu'effectivement la civilisation, voilà, c'est la confiance dans le temps et dans l'espace, mais la civilisation aussi, c'est de renoncer aux armes. Sauf qu'il disait, à un moment donné, la société qui n'a plus aucun rapport avec la violence n'est plus capable de se défendre, hein, par rapport aux acteurs qui sont, eux, en mesure d'utiliser une violence extrême. Hamid Bouzarslan, quand vous évoquiez encore une fois le bilan, chaque année vous écrivez un bilan géostratégique du Moyen-Orient que vous publiez dans la revue Moyen-Orient, bon, il y a une citation qui est peut-être maintenant une antienne qui revient souvent en boucle, c'est la fameuse citation de Gramsci. Donc le vieux monde a disparu, le nouveau monde tarde à venir, et là nous vivons dans ce clair-obscur, le temps des monstres. Et vous avez écrit un ouvrage d'ailleurs, je l'ai découvert, ça s'appelle Le temps des monstres. Nous sommes toujours dans le temps des monstres. Comment le définissez-vous, ce temps que nous vivons aujourd'hui? Et quid de l'accélération du temps ou la fin du temps? Alors, on est toujours dans le temps des monstres, Ouais. mais le temps des monstres peut être aussi un non-temps. Mm. Gramsci l'a compris, un peu tardivement, Ouais. plutôt dans la prison, effectivement, voilà. Parce que le temps des monstres, c'est aussi la destruction du temps. La destruction du temps tel qu'il est constitué, la destruction du temps tel qu'il gère l'espace. Chronos Voilà. Chronos et Kairos. Kairos. Voilà. Bernard Le Petit disait que l'espace était le temps consolidé. Ouais. Autrement dit, effectivement, le temps n'est pas un élément neutre. Ce n'est pas uniquement notre vieillesse qui compte, bien sûr, à titre individuel, c'est notre expérience, hein, notre trajectoire individuelle de vie qui compte. Mais en même temps, quand on voit collectivement, le temps, c'est quand même la structuration de l'espace, hein. C'est la constitution d'un héritage, c'est la constitution, effectivement, de l'urbanité, de la citadinité. Or, lorsque le temps voilà, est accéléré à tel point, mais ne produit pas des effets sur l'espace ou détruit l'espace même, dans ce cas-là, comment faire confiance dans le temps? Et donc, du coup, d'un côté, on est en face de l'accélération du Ouais, temps, des cycles de violence des cycles de violence. qui sont. Voilà. Ouais. Juste prenez une chronologie, essayez Ouais, de faire une c'est chronologie vertigineux. Ouais. vertigineuse. Ouais. La chronologie du Moyen-Orient de 75 à aujourd'hui est absolument vertigineuse. Et comparez cela, disons, à la chronologie française. La chronologie française, c'est quoi? En gros, depuis 1958, hein, on a une dizaine de repères. Ça veut dire qu'on est capable de structurer a posteriori le temps, de nous référer au temps, à ses repères, hein, et de nous situer. Or, comment vous écrivez la chronologie de l'Irak? Depuis 1958, le coup d'État de 58, 63, 66, La guerre en Irak. 68, hein, la guerre en Irak, hein, les exécutions, Halabja. le massacre des chiites, le massacre des Halabja. Halabja, le massacre des Kurdes, L'embargo. l'insurrection, la guerre, l'insurrection que les Américains souhaitaient de La leur vœu contre-insurrection. et qu'ils ont effectivement abandonné, l'extermination, voilà, l'exécution au moins de 100 000 chiites, etc. Donc voilà, comment vous pouvez effectivement construire une mémoire collective. Les historiens savent qu'effectivement, toute mémoire collective, c'est une construction en même temps. Donc, il y a une manipulation, etc. Mais cette mémoire collective existe. Ça veut dire qu'effectivement, je peux dire, depuis mon grand-père jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 10 événements très importants. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez 3000 événements très importants en 50 ans? Ouais. Hamid Bouzarslan, donc il y a aussi, donc vous parlez de la fatigue sociale, vous parlez de cet effondrement que nous vivons toujours. Et mais à côté de ça, quand on vous interroge sur les raisons d'espérer, vous invoquez aussi le dynamisme des sociétés civiles. Vous pensez à la créativité artistique, cinématographique, littéraire. Est-ce une forme de résister? Et comment vous avez apporté une sorte d'espérance à travers l'observation de ces dynamiques sociales? Je pense que ces dynamiques sociales sont extrêmement importantes. En Orient, hein. Voilà. Au moins pour deux raisons. En premier lieu, effectivement, face à la destruction, cette dynamique impose la création. Et la création, c'est extrêmement important. Autrement dit, ce ne sont pas uniquement les destructeurs qui vont pouvoir dominer. En face de cela, je vais pouvoir répondre par la création. Mais en deuxième lieu, la création esthétique, cinématographique, littéraire, etc., c'est très important aussi, parce que ces régimes-là, mais aussi ces acteurs comme l'État islamique ou Al-Qaïda, détruisent des facultés cognitives de la société. Donc du coup,
assommer la société par la destruction des facultés cognitives. Hein. Ce phénomène avait beaucoup inquiété des gens comme Hannah Arendt par le passé, Ernest Bloch, Ernest Cassirer, etc., dans les années 20 et 30, ou l'école de Francfort. Dans les années 20 et 30, on est constamment dans cela. Et je crois qu'effectivement, la création artistique peut permettre la reconstitution des facultés cognitives. Et c'est pour cela aussi que je tiens beaucoup à des modes de socialisation qui ne peuvent ne pas être nécessairement politiques. Voilà, la socialisation des jeunes est extrêmement importante. Que les jeunes puissent créer un espace, mais aussi peut-être des vieux de Old Boys Club, dont je fais partie par exemple. Hein. Donc voilà, effectivement, de dire qu'à un moment donné, face à cette destruction, il faut apporter des réponses. Ces réponses peuvent ne pas avoir d'effet transformateur dans l'immédiat, mais au moins permettre de créer effectivement, reconstituer ces facultés cognitives, permet de changer la vie d'un sens. On peut parler de réparation aussi, de réparer les sociétés. Reconstituer les sociétés. Reconstituer les sociétés. Dans votre cas à vous, on a l'impression que votre démarche intellectuelle aussi s'inscrit dans une quête de sens, mais surtout de libération. Parce qu'on parle de société, vous parlez d'effondrement cognitif, etc. Mais tout ce que vous produisez, ce que vous faites aussi dans vos interventions, est-ce que chez vous, ça ne participe pas à une entreprise d'épanouissement aussi? Parce que ce que vous faites, c'est que vous opposez, j'ai l'impression, les connaissances à la mémoire. Et que les connaissances ont des vertus libératrices. Les connaissances ont toujours une Les sciences humaines, en fait. Se libérer à travers les sciences humaines, puisque vous êtes historien, vous êtes sociologue, du politique, vous faites aussi un peu de philosophie politique. Vous êtes un très grand lecteur d'Arendt, de Tocqueville, de Marx. Est-ce que tout cela participe à une entreprise de libération? Je pense que oui, pas uniquement pour moi. Non, en général, mais voilà, à partir de général, vous. Voilà, en général, je pense, voilà, j'ai eu des étudiants, voilà, syriennes, irakiennes, etc., face à la tentation d'autodestruction, comme réponse à la destruction, ils ont pu se reconstituer par les sciences sociales. Mais je sais que d'autres au Liban le font par la création artistique, par le théâtre, par le cinéma, par la socialisation. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Il faut se rappeler qu'on n'est pas dans les années 20 et 30. Hein. Les années 20 et 30, on était infiniment plus sombre que notre période-là, quelle que soit la gravité de la situation des années 2020 ou peut-être 2030. Mais dans les années 1920 et 30, on sait combien la création artistique a été une façon, ou la création artistique, mais aussi tout simplement l'intellectuel, dans le sens large du terme, a été quand même une réponse au totalitarisme. Bien cher Hamid Bozaslan, je vous remercie infiniment parce que c'est vraiment précieux de vous avoir. Vous êtes quelqu'un qui est dans le temps long, un bon lecteur de Brodel. Vous n'accordez pas beaucoup d'entretiens pour des médias qui analysent un petit peu à chaud les grandes tendances, mais c'était important de vous avoir. Je rappelle, vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes un des plus grands experts du Moyen-Orient. Depuis les années 90, votre nom c'est vraiment illustré par cette œuvre magistrale. Je répète, une œuvre qui ne va pas vieillir parce que ce que vous faites est extrêmement précieux pour les générations à venir. Je rappelle aussi votre dernier livre que vous avez dirigé, Histoire des Kurdes, préfacé par Kendall Nezan, directeur de l'Institut kurde de Paris. Et je vous remercie encore. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau podcast. Abonnez-vous sur notre chaîne et continuez à nous suivre pour de nouvelles publications et de nouvelles émissions. Au revoir et à bientôt.